Apport et limites des fan studies. Avec un grand 1, d'une figure marginalisée et dépréciée à des approches historiques plus nuancées. D'une figure marginalisée et dépréciée à des approches historiques plus nuancées. Apport et limite des fan studies, grand 1, d'une figure marginalisée et dépréciée à des approches historiques plus nuancées. Donc le terme fan, il est chargé, dans le sens commun, de connotations dépréciatives. C'est pas très étonnant que les enquêtés de Florence Éloy, Sébastien François et Muriel Mille se soient empressés de se dissocier de la figure du fan, et qu'elles aient dit, voilà, le fan c'est l'autre, nous on n'est pas fan, on regarde Plus belle la vie, mais voilà, on n'est pas du tout des fans. Parce que ça correspond aux connotations ordinaires dépréciatives du terme de fan. Caddy, vous avez relevé que ça venait de fanatique, le terme fanatique en lui-même, il est plutôt, il suggère plutôt la pathologie. La monstruosité. Donc il y a dans certaines fictions, dans certains discours journalistiques ou médicaux, des stéréotypes qui nourrissent un discours plutôt circulaire et clos sur la figure du fan. Et en corollaire, dans les études de réception, la figure du fan a été d'abord longtemps marginalisée. On en a donné une vision plutôt psychologique, celle d'un public fanatique, justement, hors de contrôle. C'est le cas parmi d'autres de Pierre Bourdieu dans La Distinction, qui hérite de ses conceptions liées à des jugements de valeur répandus quand il mobilise le terme de fan. Il évoque le terme et le statut de fan, mais ne va jamais le déployer scientifiquement. Le terme sert à désigner un individu qui appartient à des groupes sociaux spécifiques, la petite bourgeoisie ou les classes populaires. Mais le rapport du fan à la culture, il illustre surtout une forme d'aliénation et de dépossession, via un sens de l'accumulation. Le fan est celui qui accumule des posters, des produits dérivés, des informations sur les forums. Et donc ça illustre une forme d'aliénation, de dépossession. Petite citation de Pierre Bourdieu dans La Distinction, à la page 380, on trouve « L'acharnement acquisitif de tous les collectionneurs de savoir inépuisables sur des sujets socialement infimes. » L'acharnement acquisitif de tous les collectionneurs de savoir inépuisables sur des sujets socialement infimes. Donc c'est celui qui va méconnaître a priori sa domination dans l'ordre culturel et méconnaître le sens des hiérarchies qui s'imposent à lui. Autre petite citation de Pierre Bourdieu, vous n'avez pas à la prendre in extenso, celle-ci, je vais rapidement, mais elle est révélatrice. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la musique ou du sport que les hommes ordinaires sont réduits au rôle de fan, limite caricaturale du militant, voué à une participation passionnée, parfois jusqu'au chauvinisme, mais passive et fictive, qui n'est que la compensation illusoire de la dépossession au profit des experts. Et la dépossession n'est jamais aussi méconnue, donc tacitement reconnue, que lorsqu'avec les progrès de l'automatisation, la dépossession économique se double d'une dépossession culturelle qui fournit à la dépossession économique sa meilleure justification apparente. C'est-à-dire que le fan est celui qui collectionne, qui accumule, mais cette accumulation, elle a tendance à masquer en fait une dépossession à la fois dans l'ordre culturel et dans l'ordre économique.
Donc on voit bien là toutes les connotations négatives qu'a pu attiser le terme et la représentation du fan. En fait, il y a deux figures justement principales qui se sont longtemps opposées dans les études de réception et qui représentent une sorte de clivage dans les inscriptions disciplinaires. Alors d'un côté, l'amateur éclairé. L'amateur éclairé d'œuvres reconnues, d'activités nobles, qui se caractérise par un attachement durable au contenu et aux propriétés formelles, de la distance, de la réserve. C'est le public connaisseur, habitué, mélomane pour la musique. Le mélomane, c'est un terme qu'on utilise plus pour la musique classique que pour les jazz, par exemple. Et là, d'ailleurs, on voit bien que les bribes de portraits, de profils qui apparaissent dans l'article de Éloi, Mille et Françoise, ça se rapproche plutôt de ça. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas voulu s'intéresser aux fans. Le fan reste globalement une figure de repoussoir. Et on nous montre des usages plutôt intelligents, éclairés de cette série, possible via donc un attachement manifesté. Donc l'amateur éclairé d'un côté, de l'autre côté, justement, le fan, ou une variante terminologique du fan, ça peut être le geek, qui est présenté sous le trait d'un admirateur en quête d'identification. C'est l'admirateur en quête d'identification ou le collectionneur face à une vedette qui peut être réduite à son image ou le consommateur obsessionnel des produits du Star System auquel le lie un attachement ostentatoire, parfois plus ou moins passager, mais en tout cas qui est ostentatoire, qui est affiché, manifesté. Voilà, alors cette opposition, elle est intéressante entre l'amateur éclairé et le fan, qui est vu de manière plutôt dépréciative, mais vous voyez que elle peut aussi être, c'est ce qu'on va essayer dans le cadre de ce cours, sur la figure du fan et sur les fan studies, on peut aussi essayer de le dépasser et de le nuancer. Parce que plusieurs recherches empiriques montrent qu'en fait, cette opposition, elle est historiquement construite. C'est notamment le cas dans la recherche de Laurence Lévin, qu'on a évoqué tout à l'heure, puisque lui, il montre que la légitimation de l'opéra et du théâtre a conduit à occulter des réactions ostentatoires, émotionnelles, trop addictives, et des réactions qui pouvaient se rapprocher de celles de fans, justement. Or, en se légitimant, ces consommations culturelles, elles se sont aussi polissées, euphémisées, voilà. Et tous les travaux, c'est le cas de Nathalie Heineck, que j'ai déjà évoqué, de Pierre Bourdieu aussi sur le 19e siècle, montrent que, voilà, on a nos manières de réfléchir à la réception, elles sont historiquement construites. Aujourd'hui, dans la société contemporaine, on tend à la fois à accentuer la médiatisation et la personnalisation de la production des biens culturels, y compris dans des domaines consacrés, légitimes, comme la littérature. Et d'autre part, à légitimer des produits des industries culturelles qui ont été d'abord dévalorisées, à les doter d'approches érudites, rationnelles, sensibles. Donc cette double évolution, elle est intéressante parce que
Ça peut mener d'une part, en accentuant la médiatisation, la personnalisation de la production culturelle légitime, ça peut mener à adopter des comportements dits de fans à propos de biens culturels consacrés. Et inversement, en légitimant des produits d'industrie culturelle qui ont d'abord été dévalorisés, ça peut conduire aussi à, légitimer des modes de consommation qui étaient d'abord peut-être plus proches de celui du fan. Voilà. Ce qui m'amène vers une deuxième partie, vers une réhabilitation, dans les travaux de langue anglaise en particulier, Fan Studies et Akafan. Vers une réhabilitation, dans les travaux de langue anglaise en particulier, Fan Studies et Akafan. Je vais définir ce terme d'Akafan. Donc c'est au sein des Cultural Studies et particulièrement américaines, particulièrement aux États-Unis, que la figure du fan a commencé à être réhabilitée en réaction à ses premiers dénigrements. À partir des années 1990, se sont multipliées des analyses consacrées aux fans, au point d'en constituer un pan entier, intitulé Fan Studies. Donc ces travaux, ça fait partie des études de réception, donc c'est tout à fait important d'en parler. Et ils poussent en quelque sorte à la limite le retournement de la passivité du public en des formes d'activité et de production de contenu, parfois sur le mode de la résistance. Alors, il y a un nom important à citer, c'est celui de John Fiske. Et Dory Jenkins. Alors, je vais parler des deux. John Fiske d'abord. C'est un élève de Raymond Williams à Cambridge au Royaume-Uni. Raymond Williams, c'est une figure importante avec Richard Hogarth des études culturelles britanniques. C'est sur lui qu'on a fait porter l'atelier des études culturelles l'année dernière. Et donc John Fiske, qui a été formé par Raymond Williams, a joué un rôle pionnier de passeur dans cette réhabilitation de la figure du fan. Il a fait ensuite carrière en Australie et aux États-Unis. Il s'inspire de l'approche de Pierre Bourdieu, qu'il critique cependant, notamment du fait de son absence de prise en compte du genre, de la race, de l'âge, mais aussi de la subdivision de la culture dominante en sous-groupes concurrents. Alors que les dominés sont présentés davantage comme un groupe homogène. Et lui propose une autre description de l'espace culturel et social de la culture populaire. Il s'intéresse notamment, justement, pour proposer cet espace, cette description différente de l'espace social et culturel, au degré d'estime ou de reconnaissance que la culture officielle est disposée à accorder aux fans, en fonction de son expertise ou de son érudition. Il met en avant aussi des jeux de distinction qui touchent les populations de fans. Et il se déclare lui-même fan de certains biens culturels, comme Star Trek. Et il distingue différents types de productivité du fan.
il cherche à caractériser voilà, les activités, la productivité du fan. Donc John Fiske, c'est une étape dans la réhabilitation de cette figure du fan. Une autre étape, c'est son élève, à nouveau, Henry Jenkins, qui suit les cours de John Fiske à l'université du Wisconsin-Madison, aux États-Unis. Et alors, Henry Jenkins, il fait un pas de plus par rapport à John Fiske, puisqu'il se revendique lui-même comme ce qu'il appelle un ACA-fan. Donc, ACA, vous retrouvez dedans l'académie, enfin, c'est un mot pour désigner l'université. Un mot valise qui agrège donc l'académique et le fan, l'ACA-fan. Il se revendique très explicitement comme un ACA-fan, c'est-à-dire, il met en avant son statut de fan parallèlement à son statut d'universitaire. Et alors, il a livré dans un petit article en 1989, non, pas en 1989, pardon. C'est un article que vous trouvez en ligne, qui est en fait un témoignage sur John Fiske et sur donc la figure d'enseignant qu'a représenté pour lui John Fiske, et notamment il insiste sur le fait que John Fiske, ayant lui-même travaillé sur et assumé son statut de fan, eh bien ça a autorisé Jenkins à se définir en faisant un pas de plus et à se définir lui-même comme ACA-fan, sachant que il est lui-même un transfuge de classe, dans la lignée de Richard Hogarth, et qui livre donc un récit très masculin de son ascension sociale et donc de sa rencontre décisive avec cet enseignant John Fiske, alors à un moment où il est en train de prendre conscience du décalage entre ce qu'il savait en tant que fan issu de milieux populaires et des contenus, des cours qu'il recevait au même moment à l'université Wisconsin-Madison, aux États-Unis. Alors, j'ai une longue citation en anglais que je n'ai pas traduite, qui, en fait, l'amène à l'issue de ce témoignage à définir ce qu'il appelle le fandom, donc le fait d'être fan, comme un mélange de fascination et de frustration. La fascination incitant le fan à s'engager intensément avec certains biens culturels préférés, et la frustration les incitant à s'approprier activement, travailler, faire un véritable travail sur ces biens culturels, parler justement de leur plaisir avec ce bien culturel et aussi de leurs besoins, éventuellement, puisque la frustration, c'est ce qui peut amener à écrire des fanfictions, à écrire d'autres produits, d'autres éléments à partir d'un bien culturel, du bien culturel. Pardon. Donc, Jenkins va encore plus loin que Fiske pour réhabiliter la figure du fan. Pour lui, les fans jouent un rôle pionnier parce que leurs pratiques, alors qui sont d'abord limitées, par exemple, elles sont limitées aux fanzines. Le fanzine, il y a le mot fan dedans. C'est ces petites revues périodiques qui sont créées autour du programme favori de certains amateurs qui vont bricoler ces fanzines. Et voilà. Et leurs pratiques, elles vont s'étendre à un nombre croissant d'individus
en particulier, dit-il, avec le développement d'Internet, qui va augmenter la visibilité des fans. Et donc Jenkins prend la mesure très tôt de l'importance d'Internet dans ce protocole. Il parle de convergence culturelle. Le concept de convergence culturelle, il souligne la compétence croissante à passer d'un média à l'autre dans les cultures populaires et médiatiques et l'appétence générale pour une culture plus participative. Donc le concept de convergence culturelle souligne les compétences croissantes des individus à passer d'un média à l'autre et leur appétence croissante pour une culture plus participative, pour interagir davantage avec les contenus, en fait, les contenus médiatiques. Alors Jenkins illustre cela à partir du public d'émissions de télé-réalité ou alors du public de films comme Star Wars ou Matrix, et de leurs activités dans des forums, dans la création de sites internet, dans la création de courts-métrages parodiques. Donc cette notion de convergence culturelle, en fait, elle concerne d'abord les usages des consommateurs de médias. Donc c'est directement une notion qui fait sens avec la réception des biens culturels. Internet permet, par exemple, dans le cas donc de ces publics de Star Wars ou de Matrix ou d'émissions de télé-réalité, Internet permet d'allonger le moment de réception des programmes via les podcasts, les plateformes. Qui ont tendance à individualiser. Je vais regarder l'heure.